cette question, telle que nous l'a posée Berthe, de réunir dans cette première intervention la notion de paysage et la notion de biodiversité, pose pas mal de questions de fond, entre une notion qu'on connaît bien, qui est plutôt de l'ordre de l'approche globale des territoires, de l'ordre de la culture. Un paysagiste, dans le dictionnaire, c'est un peintre en paysage. Encore, ça dépend des dictionnaires, ils évoluent. C'est une question qui aborde la sensibilité. On aime, on n'aime pas un paysage, ses transformations. Et puis cette notion de biodiversité qui est a priori plutôt de l'ordre scientifique, d'une approche rationnelle, mesurée, qui va jusqu'à des échelles du vivant dans le sol et tous les micro-organismes. Et donc, un exposé qui lit les deux m'a posé question, vous l'imaginez bien, et en même temps, il était difficile de parler de vignoble et de viticulture sans évoquer cette notion de paysage dont la profession viticole s'est emparée très très tôt, bien avant les autres mondes. Et des étiquettes comme ça, vous en trouverez peut-être même avant-guerre. Excusez-moi de ne pas être spécifiquement sur le territoire vauclusien. C'est-à-dire que très rapidement, le monde et la filière vitivinicole ont compris que cette notion de terroir qui s'exprime par le paysage était une valeur importante et qui était une façon de dire que les vins sont de quelque part. Sont de quelque part, et c'est ça qu'on va chercher en eux, et ils ont un paysage en eux. Je ne citerai pas Jacques Mabie, enfin si, je vais le citer. Voir le paysage dans le vin et boire le vin dans le paysage, c'est une citation qui m'avait marqué il y a une trentaine d'années. Voilà. Et donc, du coup, ce qui relie ces deux mots et qui m'a posé question, et l'exposé va questionner ces deux termes, c'est que ces deux mots ont été inventés assez tardivement dans la culture occidentale. Le mot paysage, comme le mot biodiversité, n'existe depuis pas si longtemps que ça. Et quand les mots n'existent pas, c'est que les choses n'existent pas. Voilà. Quand une chose se met à exister, on a besoin de lui donner un nom. Donc je vais revenir sur biodiversité, mais on va alors je sais pas comment ça marche ce truc-là. Voilà. Le mot paysage, c'est peut-être Birthe, bravo pour cet instinct, être dans la salle Benoît XII. Le mot paysage est né en Occident au XVe siècle. C'est des peintres hollandais qui l'ont inventé à partir, d'après les historiens et les philosophes du paysage, à partir d'un texte fait par un habitant d'Avignon à l'époque, Pétrarque, dans son Ascension au Ventoux. Voilà, c'est une peinture du début du XVe siècle. Hein, alors le Ventoux ne ressemble pas au Ventoux, mais bon, c'est une représentation de l'époque. Dans cette Ascension au Ventoux, Pétrarque se permet c'est un texte allégorique hein, que je vous conseille de lire. Je le lis tous les ans parce que c'est pas trop long. Il arrive, après bien des péripéties, il arrive au sommet, il regarde le monde à ses pieds et il a une émotion. Donc l'homme est sorti, en gros, hein, dans les interprétations philosophiques, l'homme est sorti du monde, est monté au-dessus et s'est permis d'avoir un point de vue sur l'œuvre divine, alors qu'il n'est qu'une créature. Donc comme il sait que c'est très dangereux ce qu'il est en train d'écrire, il ouvre le bouquin les Confessions de Saint-Augustin, qui l'engueule en disant « Qui es-tu, toi, créature parmi les créatures ?» Voilà. Mais ce rapport au monde, c'est-à-dire je ne suis plus dedans, je le regarde de l'extérieur et je l'analyse, ou je porte un jugement. Le jugement de Pétrarque était positif, il avait de l'émotion, il voyait l'Italie au loin, il l'imaginait. C'est le début de la modernité. On ne fait plus partie de... Hier soir, à Avignon, il y avait un intervenant qui vient d'une tribu amazonienne et qui nous a parlé de son autre manière d'être au monde, c'est-à-dire, voilà, on est dedans. Nous, on est dehors. Et ça commence à nous poser problème. Hein, voilà, les problèmes dont vous parliez sur la planète bleue qui devient rouge. Donc il va falloir nous re-questionner sur cette attitude d'être extérieur au monde. Voilà. Alors,
Pétrarque vivait chez Benoît XII, enfin il vivait chez les papes ici à Benoît XII. Alors, j'ai sauté une vue. Excusez-moi. Comment on revient en arrière? Voilà. Cette conception de notre rapport au monde et au territoire n'étant pas le paysage, que Pétrarque a révélé, c'est ce qui a permis cette peinture du paysage qui n'existait pas avant. Si vous regardez les peintures d'avant le XIVe, c'est 1338, hein, son ascension du Ventoux, 1338, avril. Les peintures de l'époque, vous regarderez les peintures qui précèdent cette époque-là de sortie du monde, les fonds étaient dorés. Vous aviez des portraits avec des fonds dorés, vous avez des intérieurs avec des fonds dorés, il y avait jamais de paysage, contrairement aux œuvres chinoises où la notion de paysage est née au VIe siècle. Chez nous, il n'y avait pas de paysage. Et la représentation du paysage est née à ce moment-là. C'est aussi le début de l'invention de la perspective. Voir le monde depuis un œil et le représenter avec des points de fuite, etc., ça n'était pas possible avant de faire ce genre de représentation. Et une des œuvres importantes de notre ville jumelle en Italie, Sienne, c'est l'Allegoria del Buon Governo de Lorenzetti, qui est à peu près, à 2 années près, la même époque que le texte de Pétrarque, où il décrit... Alors, l'allégorie du bon gouvernement, c'est un moment de guerre en Italie, les Golfes et les Gibelins, on avait appris ça pendant nos études, où vous voyez qu'il y a un monde en équilibre. C'est dans la salle du conseil municipal de Sienne, au Palazzo Municipale, et vous avez la ville avec des écoles, le marché, les artisans, la campagne, des relations entre les deux, la campagne avec toutes les inventions agronomiques de son temps, parce Lorenzetti était en lien avec tous ses amis intellectuels, et ce monde qui s'échangeait, parlait, etc. Alors que l'autre côté de la salle, c'est les villages en feu, la guerre, puisque les Golfes et les Gibelins se bagarraient depuis pas mal de temps. Et donc, le paysage a servi de projet politique en affichant ça aux élus, en disant bon, voilà vers quoi il faut aller. Et c'est une des premières représentations paysagères de ce type, en disant c'est quoi, dans quoi on veut vivre, où est-ce qu'on veut vivre, quel est notre rêve. Et le paysage a servi à ce moment-là de support à la construction de ces rêves. Oui, là on voit la partie agricole hein, de l'œuvre de Lorenzetti. Je vais, voilà. Alors du coup, cette notion de paysage qui n'est pas une chose, puisqu'elle existait assez tard dans notre civilisation, et il y a des civilisations qui ne sont jamais venues à cette notion de paysage. Je parlais de l'Amazonie tout à l'heure. Aujourd'hui, pour s'en servir d'une façon opérationnelle dans nos mondes, dans nos métiers, dans nos projets économiques, on a la chance de pouvoir, depuis 2000, s'appuyer sur une définition de la Convention européenne du paysage. La première partie, je la mets en plus grand, c'est le paysage, c'est quoi? C'est cette partie de territoire. Donc le territoire, lui, il existe, on peut le toucher, on peut le mesurer. Monsieur Truc sait qu'il se fonde sur la géologie, la richesse géologique, etc. Tout ça, c'est du concret et ça existe depuis toujours. Et les Grecs parlaient de territoire, topos, logos, etc. Et tel que perçu, parce que si c'est que le territoire, on n'a pas besoin d'inventer le mot paysage, tel que perçu, c'est-à-dire les perceptions que l'on en a de ce territoire par les populations dans leur diversité. Les populations. Et cette phrase, cette définition, alors dont le caractère résulte de l'action des facteurs naturels, humains, etc. Vous allez en parler pendant 2 jours. Et c'est des discussions. Enfin, j'étais dans le groupe de travail au Conseil de l'Europe pour arriver à cette définition. Et c'est une sorte de... J'aurais dû le mettre à la même... c'est une sorte de résultat d'une discussion entre les latins, je dirais, les sud-européens et les anglo-saxons. Cette partie-là n'était pas acceptable, et nous, cette partie-là n'était pas utile. Cette partie-là, c'est le territoire. Mais quand on fait, alors le Conseil de l'Europe, je ne sais plus combien de pays, on est 70, non, non 60. Quand on est à 60 autour de la table, bon, voilà, on discute et on arrive à des compromis. Donc,
depuis 2000, on a cette définition, et cette définition, elle est depuis 2016 dans la loi française. C'est-à-dire que l'ensemble des projets qui se réalisent sur notre territoire, avec ce qu'on appelle les objectifs de qualité paysagère qu'on doit intégrer à nos documents de planification, etc., dans lequel la viticulture est partie prenante, puisqu'elle gère, elle fabrique une partie de ce territoire, elle est désormais dans la loi. C'est-à-dire qu'un juge peut s'appuyer dessus quand il y a un problème avec tel ou tel projet, tel ou tel combat sur un SCOT, parce qu'une profession se trouve... etc. Voilà. Donc, donc c'est très pratique d'avoir une chose qui n'existe pas, mais qui est définie juridiquement. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, cette partie de territoire telle que perçue par les populations? Je vais rapidement le balayer, parce que je crois qu'il faut rattraper un peu de retard. C'est que cette partie de territoire, et là, c'est pas aux géographes et aux géologues, etc., je vais apprendre ça, c'est la première partie. C'est la partie géographie physique, mesurable, que l'on peut analyser, dont on connaît les raisons. Je vais vous prendre quelques extraits de l'Atlas des paysages de la Côte d'Or que j'avais réalisé il y a quelques années. Chaque paysage a une structuration très spécifique qui lui donne sa morphologie, qui fait qu'on se reconnaît. On sait où on habite, on sait où on est. Ça veut dire aussi que si on intervient dans ce paysage-là, pour des projets agricoles, urbains, tracer une route, gérer la forêt, etc., il y a un certain nombre de traits qui font que ce que l'on va faire fait partie du langage de ce morceau de territoire-là ou pas. Et donc, quand vous regardez la Côte d'Or, il y a une trentaine d'unités de paysage. On appelle ça les unités de paysage, le terme est dans la loi également. Hein. Voilà. Et à chaque fois, bien entendu, ce sont des paysages différents que l'on perçoit comme différents. Et c'est une des alertes du paysage par rapport aux approches strictement techniques et scientifiques. C'est-à-dire que la science, c'est partout la même. Même si on travaille sur des terroirs et des territoires différents, il y a, je le vois en architecture, il y a une sorte de banalisation, entre guillemets, à apporter tous les mêmes réponses aux mêmes questions du changement climatique, et qui fait que ces mêmes réponses à Tokyo, Avignon, Amiens, au Karlsruhe, à la question, par exemple, d'un écoquartier, fait qu'on a les mêmes écoquartiers partout dans le monde. Et que le paysage urbain d'écoquartiers d'Avignon ou de Sienne ou d'Amiens ne peut être pris en compte que si on part de cette analyse de quelle est l'identité du paysage dans lequel j'interviens. Alors, je vais passer vite là-dessus, mais bon, vous voyez, ces blocs diagrammes, c'est des morceaux de nulle part, hein. C'est pas une vue d'avion qu'on a reproduit, vous êtes dans un paysage, vous regardez ce qui fait, quelles sont les structures paysagères, c'est un mot qui est aussi dans la loi, qui fait que ce paysage-là a cette tête-là, ce caractère-là. Et quand vous êtes capable de faire un bloc diagramme, c'est le terme employé par le ministère de l'Environnement pour ces représentations, c'est que vous avez perçu que ce paysage-là, il a ce caractère-là et il est différent d'un autre. Et si on est amené là à travailler sur des trames vertes et bleues, enfin on y reviendra, et vous allez, hein, et ben, si elles se fondent sur cette matrice morphologique des structures paysagères, elle a plus de chances de continuer l'histoire d'un paysage que de venir apporter par un seul biais technique ou scientifique une réponse à une question donnée sur quelques espèces. Voilà. Alors, tout ça, c'est l'Atlas des paysages de Vaucluse, que j'avais réalisé. Vous déterminez sur un territoire les unités de paysage. Et chaque unité de paysage renvoie à ces blocs diagrammes et à ces représentations et à cette identification des structures, ce qu'on appelle les structures paysagères dans notre jargon. La deuxième couche du concept de paysage, parce que si on reste à la première couche, on est dans le territoire. On n'a pas eu besoin d'inventer le mot paysage. Cette deuxième couche, c'est telle que perçue. Là, on est à Lacoste, et il y a Beaunieu en face. Et vous voyez que la commune a mis des sous pour aménager ce belvédère. C'est-à-dire que belvédère, déjà, Beauvoir,
C'est-à-dire qu'on a des émotions face au paysage, hein, on en a tous, des fois négatives, hein, les fameuses entrées de ville et la France moche de l'article de Télérama il y a une dizaine d'années. Cette question des émotions, positives ou négatives, que l'on a face à un paysage, c'est un élément de la fabrication des paysages, des nouveaux paysages ou de leur gestion. Voilà. Je ne me souviens pas si ce belvédère est dans le plan local d'urbanisme, le règlement de Lacoste, mais s'il ne l'est pas, vous imaginez que si sur la parcelle qui est ici, là, à gauche de la maison existante, si on peut monter une maison aussi haute que celle de droite, eh ben, la commune aura gaspillé de l'argent pour faire un belvédère qui a l'air de plaire à tout le monde ainsi qu'aux visiteurs, et qu'on va perdre parce qu'on n'aura pas maîtrisé le fait que ces points de vue qui nous donnent de l'émotion et qui ont une valeur sociale importante n'ont pas été intégrés. Je connais très très peu de plans locaux d'urbanisme en France où les points de vue sont identifiés et face auxquels on désigne des règles. Alors, si je parle de ça, qui est plutôt de l'ordre de l'urbanisme, c'est que le projet viticole fait partie d'un projet de territoire et fait partie des réflexions sur un plan local d'urbanisme. Quand on parle du débat et sur les populations avec notre diversité, et sans diversité, il n'y a pas de débat, il n'y a pas de démocratie, etc. Voilà, on a l'exemple actuellement des éoliennes. Je vois les éoliennes, j'aime pas, j'aime. Là, c'est l'exemple le plus évocateur de France, à Avignonnet, là, quand on va à Toulouse, où la proximité entre le village et les éoliennes fait qu'il y a une telle rupture d'échelle dans le rapport que c'est assez brutal, quoi, voilà. Et il y a d'autres endroits où ce rapport d'échelle est plus... Mais voilà, le débat sur les éoliennes, il est typiquement de l'ordre de ce rapport au paysage. Et là, j'ai pris un exemple sur les coteaux, maisons et caves de Champagne, qui est inscrit au patrimoine mondial de l'humanité, paysage inscrit au patrimoine mondial de l'humanité, où la question des éoliennes a été traitée, non pas en disant on fait rien, un paysage est toujours en évolution. Nous n'avons aucun paysage du XIIIe siècle en France. Nous avons des cathédrales du XIIIe siècle, du XIVe siècle, le palais des papes du XIVe. On n'a aucun paysage. Les paysages sont toujours contemporains, avec plus ou moins de traces, plus ou moins d'évolution, des évolutions plus ou moins rapides ou de qualité, mais il est toujours contemporain. Et c'est quoi la qualité d'un paysage? On y reviendra, mais voilà. Donc sur ce territoire UNESCO, eh ben, ils ont fait un travail sur comment on peut accueillir des éoliennes. Il y en avait déjà avant d'être UNESCO, donc tout un travail assez intéressant, je vous le conseille d'ailleurs, sur cette notion. Vous voyez que les proximités douloureuses qu'on peut avoir à Avignonnet, là, ils ont fait des zones d'exclusion de 10 km et des zones de vigilance sur les 10 autres kilomètres. Vigilance, ça veut dire depuis où on le voit, quelle va être la co-visibilité, etc., etc. Je vais essayer d'aller vite, mais... Voilà, donc c'est un boulot assez fin sur jusqu'où peut-on aller sur cette transformation du paysage par des éoliennes pour ne pas avoir ce genre de confrontation brutale qu'on avait pu voir sur la première diapo. Hein, voilà. Et ils arrivent à des cartes de ce type-là. Hein. Avec en bleu, c'est les zones UNESCO et les zones d'exclusion, de vigilance, etc. Donc c'est cette deuxième couche, la perception sensible et principalement visuelle du territoire qu'offre la notion de paysage, c'est un outil de travail. Le paysage est une méthode. C'est une méthode. Voilà, par exemple, dans la Côte d'Or, lors de notre Atlas, on a fait une carte de sensibilité paysagère. C'est-à-dire, il y a des endroits plus sensibles que d'autres. Ça veut dire quoi, sensible? Ça veut dire qu'on les voit plus. On les voit plus depuis des points de vue en jeu. Ça peut être l'autoroute, parce qu'on est des millions à y passer par an. Ça peut être la place devant la cathédrale. Ça peut être... voilà. Et qu'est-ce qu'on voit depuis ces points en jeu? Et si on fait la somme des territoires qu'on voit, ces morceaux de territoire sont plus ou moins sensibles. Et la troisième couche, telle que perçue par les populations, c'est le fait qu'on a des bagages culturels différents et que les territoires aussi ont des bagages culturels différents. La Sainte-Victoire ici de Cézanne, qui a été représentée des centaines, si ce n'est des milliers, je crois pas quand même. Il a fait en tout cas des centaines par Cézanne. Et bien la Sainte-Victoire n'est plus la même. Ah.
Peut-être que c'était une montagne qui serait restée sympa et qui serait certainement dans les documents d'urbanisme, mais Cézanne lui a donné une valeur. Et ça, la valeur qu'il y a dans un morceau de territoire, cette valeur est constitutive du terme de paysage et du concept de paysage. Voilà, quand l'UNESCO inscrit sur la liste du patrimoine mondial de l'humanité les terrils du Nord, et ben, ces choses qui étaient plutôt négatives et ben, deviennent du patrimoine mondial de l'humanité. Et d'ailleurs, on protège, entre guillemets, ça n'a pas beaucoup de sens en termes de paysage, hein, mais on protège ce qu'il y a autour. On rend impossible de créer... Voilà, c'est un débat. Hein. Voilà. Alors, c'est vrai que le monde viticole, et on le voyait à travers l'affiche tout à l'heure, enfin l'étiquette de la bouteille, ça fait très très longtemps que vous vous êtes emparé de ce concept-là, pour toutes les bonnes raisons que Birthe a rappelées tout à l'heure, hein, la vitrine, et le fait que aujourd'hui, de plus en plus, et on le voit dans la transformation des filières agricoles, le rapport entre le lieu, le sol, la terre, la façon dont on la cultive et la qualité du produit devient évidente. Dans le vin, c'est évident depuis très longtemps. Et ça commence à diffuser dans les autres filières, comme vous le savez. Donc vous en êtes emparé il y a très longtemps. Et il y a eu des étapes comme ça. C'est un bouquin que j'ai fait avec Régis Ambroise, qui devait être là à ma place ce matin, qui à l'époque travaillait au ministère de l'Agriculture, et avec qui on avait fait ce travail. Enfin, il avait financé le travail qu'on avait fait sur les paysages de terrasse dans le Vaucluse et dans les Cévennes, qui a abouti à ce bouquin-là. C'est-à-dire qu'il y a des étapes comme ça. Ce bouquin a beaucoup servi à donner une valeur culturelle, comme Cézanne a pu la donner à la Sainte-Victoire, à donner une valeur culturelle à des espaces qui n'étaient plus considérés comme de valeur. Hein. Chez nous, les terrasses étaient en friche, dans le Vaucluse, hein, en friche pratiquement partout. Voilà. Là, vous voyez, sur Banyuls, là, il y avait cette phrase. La revue Terre catalane publie un article, et alors, on n'a plus vu nos murets de la même façon. Voilà. La valeur que l'on donne aux choses, elle se construit également. Et pour la construire, c'est le boulot, c'est le travail d'artiste. Et puis, les populations, et on le sait aujourd'hui, hein, on ne peut pas projeter un projet de territoire et y défendre son point de vue et ses intérêts s'il n'y a pas un travail de co-construction avec les populations. C'est des choses sur lesquelles en France on est très en retard parce qu'on est sur une culture très centralisée depuis très longtemps. Voilà, le paysage, c'est un merveilleux outil de co-construction, de travail, de participation. C'était le boulot à Lacoste, hein, il y a un projet. Voilà. Et parce que tout le monde est expert en paysage. Voilà. Invité à une réunion sur le SRADET, sur le SCOT, j'y comprends rien, je vais y aller parce que je ne veux pas qu'on construise devant chez moi, mais j'y comprends rien. Par définition, paysage, tout le monde est expert, toute voix a la même légitimité. Le paysagiste, il n'est pas spécialiste. Et d'ailleurs, les paysages n'ont pas été faits par les paysagistes, heureusement, peut-être d'ailleurs. Mais comme vous le savez. Donc, voilà, se servir du paysage comme manière de co-construire des projets de territoire. Voilà. Alors, sur le second terme, bon, là je parle devant des experts, je ne suis pas du tout expert en termes de biodiversité, mais alors, Wilson n'a pas inventé le terme, hein, il a été inventé par des collègues à lui, mais c'est intéressant de savoir que le terme est sorti en Occident en 1985, si je me souviens bien, vous me corrigez. C'est-à-dire que là aussi, l'Occident, enfin, le monde, jusqu'en 1985, n'a pas eu besoin de ce mot-là. Hein. Il y avait le mot faune, flore, nature, écologie, biotope. Le mot biodiversité, nous n'en avions pas besoin parce que nous n'avions rien à désigner avec ce mot-là. Voilà. Et c'est, après le printemps silencieux de Rachel Carlson notamment, mais c'est cette prise de conscience de l'érosion des diversités génétiques spécifiques et des milieux
qui a fait que comment on travaille avec ça et que on a donné un mot. On est passé de diversité biologique à biodiversité et Wilson a été un des premiers à le rendre connu, public. Alors, bon, là, j'ai pris des schémas comme ça sur Internet, mais voilà, les trames vertes et bleues sont une des réponses à cette question de l'érosion des biodiversités. C'est une des réponses qui est le plus en lien avec le paysage, évidemment, puisque on va retrouver là peut-être les idées des structures paysagères dont on parlait sur les biogrammes tout à l'heure. Et vous avez vu que chaque unité de paysage a ses structures paysagères propres, et donc peut-être ces trames vertes et bleues spécifiques. Si on fait les mêmes partout, il y a peut-être une question des rapports paysage et biodiversité. Voilà. Alors, voilà, dans toutes les documentations, c'est pas à vous que je vais apprendre tout ça, mais voilà, maintenant on sait à peu près faire dans les documents d'urbanisme, on sait s'en servir, on les intègre dans le projet de territoire à travers le SCOT, le PLU, le SRADET, enfin tous ces jolis mots. Ça n'est pas la seule cause de l'érosion de la biodiversité. Je crois que l'UICN avait publié un rapport il n'y a pas si longtemps qui disait qu'en France, en tout cas, la première des causes, c'était les pollutions. Ce n'est pas la fragmentation de l'espace, puisque la TBB répond à la question de la fragmentation de l'espace, qui est une des causes, le fait qu'on peut plus, les espèces ne peuvent plus se déplacer, mais c'est les pollutions. Mais c'est une des causes, donc c'est bien d'y répondre. Voilà, alors ça c'était le plan local d'urbanisme d'Aubagne sur lequel j'avais travaillé. C'est comment, sur un plan local d'urbanisme, essayer de reconnecter ces structures pour recréer de la trame verte et bleue à travers un nouveau projet de territoire. Ça, c'était la vallée c'est toujours la vallée du Var, sur lequel, là aussi, j'avais fait un boulot de projet, puisque la ville de Nice voulait s'agrandir sur la vallée du Var, et elle le fait d'ailleurs, c'est les seuls terroirs qui existent encore sur la côte d'Azur. Et comment, dans un projet de territoire de ce type, on intègre et les continuités écologiques et les terroirs qui existent. Il y a encore des très bons vignobles dans la vallée du Var et à Nice. J'essaie d'accélérer. Oui, je reviens sur les blocs diagrammes pour montrer que chaque structure paysagère peut être définie assez finement. Voilà, ça c'est les différentes structures paysagères qu'on trouve dans les différents types de paysages. Alors il n'y a pas de vignoble partout, excusez-moi, mais voilà, ce lien entre le type de paysage et le type de structure paysagère, il existe toujours. Et du coup, je vous montre Daniel Larsena de Pierre Sèche en Vaucluse, que certains connaissent ici, qui ont fait un superbe boulot sur le lien entre les structures lithiques, c'est-à-dire les murs en pierre, les pierriers, les murs de restanques, etc., et la biodiversité. Je vais passer rapidement. Et Daniel fait en sorte, avec son association, que les plans locaux d'urbanisme de ces communes-là intègrent cette trame lithique au même titre que la trame bleue, la trame verte, la trame noire aussi aujourd'hui sur la lumière, ou la trame brune sur la continuité des sols. Et en nourrissant tout ça de tout ce que l'on trouve en termes de vivants, enfin pas tout certainement, mais les différentes typologies de vivants que l'on trouve dans ces trames lithiques. Je passe rapidement. Ils ont fait un superbe boulot. Donc partir des trames lithiques dans un paysage viticole qui est nourri, construit à partir par exemple, de murs de pierre sèche, comme on en parlait tout à l'heure, c'est se garantir que le projet, en termes de lutte contre l'érosion de la biodiversité, va s'appuyer sur de l'existant, sur des structures, sur du déjà là de ce paysage-là. Voilà. Une autre dimension, c'est le sol. Ça, c'est des choses qui se sont passées dans les dentelles de Montmirail. Je ne citerai pas la commune pour ne pas pointer et qui ont ému beaucoup de gens. Ça s'est fait au Bulle et qui très très vite, au bout, ça c'est 92, le Vaison. Je crois que beaucoup ont vécu ça. Voilà. Et c'est-à-dire que comment on fabrique aussi un nouveau paysage en faisant que le sol, qui est quand même le plus grand réservoir de vivant en termes quantitatifs, là-dessus vous avez certainement les chiffres, que le sol,
cette structure, cette fondation du vivant reste présente. Et à l'époque, on a fait le bouquin. Un jour, il y a le photographe qui illustrait le bouquin qui est arrivé avec cette photo. C'est à Baume de Venise, donc c'est tout près de l'endroit de la commune d'à côté. Je vous montrais les photos des terrasses faites aux bulles. Et c'est Claude Millot qu'on ne connaissait pas, que personne ne connaissait. Qu'est-ce qu'il y a ? Ah, yeah. Je suis montagnard. Pardon. Un jour, et ça nous en renvoie au paysage des artistes, un jour, le photographe qui illustrait le bouquin Paysage de terrasse, je vous ai montré, est arrivé avec cette photo, parce qu'il était tombé baba, voilà, il y a eu un waouh, devant, c'est tout près de là-bas, là. Et du coup, quand on a vu ça, on a dit, mais c'est superbe, c'est où ? C'est à Baume, et on a cherché quel était le viticulteur qui faisait ça. On est tombé sur Claude Millot, sa famille. Et comme sa fille voulait aussi continuer le travail de la famille avec son beau-fils, il a fallu étendre l'exploitation du Baume. Il était à la cave de Baume. Et donc, des parcelles en forêt, il les a aménagées. Et ce qui est assez extraordinaire, c'est que... Donc, c'est le... je suis désolé, j'ai enlevé des photos là. C'est que, contrairement à ses collègues à côté qui avaient envoyé le bulle en les payant à l'heure, il a fait un relevé topographique extrêmement précis de son morceau de terrain qui était en forestier. Il a dessiné tout le long, au centimètre près de dénivelé, ces banquettes, en disant ce qui est important pour moi, c'est qu'elles soient longues, parce que le tracteur, il a que 2 rangs à la fois, il n'a pas besoin d'être large, c'est qu'elles soient longues, et avec une pente longitudinale de 1 cm par mètre, pour aller vers les talwegs qu'il avait aménagés avec des gabions pour éviter l'érosion des talwegs. Et en se servant de la culture que lui avait transmise son grand-père quand il travaillait avec lui sur les terrasses de culture à Baume de Venise, c'est l'eau. D'où elle arrive, où est-ce qu'elle passe chez nous, et où est-ce que je la rends. Voilà. Et donc, autour de cet enseignement sur des terrasses en pierre sèche, il a construit c'est pas celle-ci, là, on est à Livron, il a construit ce paysage qui nous revient. Alors, un énorme boulot qu'il a fait, avec un géomètre, ça a été piqueté, il a suivi le chantier du bulle, il était sur le chantier en permanence avec le conducteur du bulle, etc. Voilà, il n'a pas envoyé les bulles à l'heure. Et ça nous revient en beauté. Voilà. On pose des questions. C'est quoi la beauté ? C'est peut-être quand il y a de l'intelligence dans la façon de se poser et de vivre un territoire. Voilà. Alors ça aussi, c'est un truc qui m'a questionné. Je ne sais pas combien de temps il reste, Berthe, mais peut-être je peux accélérer. 6 ? Oui, je vais aller très vite. C'est quand on est paysagiste et qu'on reçoit de la part de viticulteurs une commande pour fabriquer du paysage, on se dit, tiens, il se passe un truc dans le monde, quoi. Voilà. Ça fait 12 000 ans que le monde agricole construit le paysage. Ils n'ont pas besoin de paysagistes, et heureusement. Et puis là, voilà, on appelle un paysagiste pour remettre ce vignoble-là sur l'Oriole. Pourquoi on a besoin de paysagistes, quoi ? Voilà. Je n'ai pas la réponse à la question, je vous la laisse. Voilà. Mais du coup, on a retravaillé avec la pierre sèche, les gabions, etc. Et on s'est nourri de cette culture de Monsieur Millot, qui, lui, avait reproduit ce savoir-faire de ce grand-père. Donc la notion, dans le paysage, cette notion de transmission des savoir-faire qui fait que ce paysage reste comme ci et pas comme ça, elle est très importante. Alors les paysages, comme je le disais tout à l'heure, continuent de se construire, d'évoluer. Avec ça, c'est en Géorgie, je ne sais plus le nom de l'architecte, mais vous verrez sur PowerPoint. Après, on aime, on n'aime pas, mais voilà. Le paysage est toujours contemporain, avec des choses très contemporaines. Vous connaissez le débat sur l'agrivoltaïsme. C'est un débat qui sera très riche, très riche. Il faut éviter de tomber dans la caricature comme quoi un paysage, ça se protège. C'est quoi protéger un paysage ? C'est protéger le Palais des Papes, c'est le maintenir dans un état du XIVe, avec les 2 époques, le Palais vieux, le Palais jeune. On sait à peu près, il y a eu des transformations au XVIIe, au XVIIIe, au XIXe, même au XXe. Mais c'est maintenir
un paysage, comme je disais tout à l'heure, n'est pas daté. Voilà. Donc, quand on dit protéger un paysage, c'est pas comme protéger un monument, c'est protéger ses qualités. Et c'est quoi ces qualités? Voilà. Donc, il faut partir de c'est quoi les qualités, c'est quoi sa sensibilité par rapport aux vues, d'où est-ce que je le vois, d'où est-ce que... si par exemple j'ai un truc classé jusqu'à côté qui a une co-visibilité, comme disent les ABF, ben, peut-être que ça ne va pas pouvoir se faire, et peut-être qu'ailleurs ça va pouvoir se faire d'une certaine façon. En s'appuyant sur... Voilà, vous connaissez l'arrivée des éoliennes par rapport aux questions de gel et autres. Voilà, donc ces nouveaux paysages sont toujours en construction et vont continuer à se faire. Et notre préoccupation, ce n'est pas de les figer, c'est de se poser la question de la qualité sur les 3 couches du fondement. Voilà, excusez-moi, mais je l'aime bien. Mais c'est ça, quoi, le débat. Voilà. Le pont du Gard, jusqu'au fin XVIIIe siècle, n'avait aucune valeur culturelle. C'était une carrière de pierre. Et il a fallu que des peintres romantiques de la fin du XVIIIe les représentent pour qu'ils attrapent une valeur, comme les paysages de terrasse ont attrapé une valeur, et que derrière on construise, et que Mérimée est arrivé, que des lois sont arrivées. Voilà. Donc c'est quoi la valeur d'un paysage et c'est quoi c'est... Et là, je pense que comme tout à l'heure, la photo de Vincent Motte sur l'exploitation de M. Millot, qui a eu une émotion, donc un photographe, c'est un artiste, on a beaucoup peut-être d'intérêt à travailler avec les artistes sur ces questions-là, et comment associer les artistes à nos innovations, aux nouveaux paysages que l'on va créer, y compris en créant ces paysages de la biodiversité qu'on va être amené à construire, enfin qui sont déjà en cours, c'est pas Eric que je veux dire, il travaille dessus depuis longtemps. Hein. Voilà. Alors je vais vite filer, on a plein d'outils à disposition, les plans de paysage, ça aussi c'était une commande du monde agricole, les AOC du Côte du Ventoux, qui nous avaient demandé un plan de paysage sur le périmètre de l'AOC. Ça a plus de 20 ans, ça je crois, 25. C'est comment nous, viticulteurs, on peut avoir notre mot à dire dans la transformation des paysages. Parce que la transformation, c'est les communes à travers le plan d'urbanisme, c'est le directeur des routes du département, c'est l'ingénieur de l'ONF, c'est voilà. Comment on peut discuter avec eux pour que la qualité du paysage global qui se fabrique par toutes ces entrées-là reste ce que nous attendons de la qualité d'un paysage. Voilà. Donc il y a eu toute une série d'actions sur la façon dont les viticulteurs de l'AOC du Ventoux soient plus présents et plus entendus dans les processus et travaillent eux-mêmes sur la qualité. Les caves n'étaient pas terribles et donc il y avait eu tout un programme d'action sur une requalification paysagère des caves. Voilà. Il y a cette notion d'objectif, je travaille sur le plan de paysage de Camargue, la définition des objectifs de qualité paysagère, c'est une phase très importante, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais sachez que c'est dans la loi aussi, de définir les objectifs de qualité paysagère. Les chartes paysagères, je passe rapidement, la charte de Fontevraud, alors... ça a été un outil absolument magnifique à partir des années 2000, hein, vous me corrigez, je n'étais pas... Régis Ambroise en aurait parlé, je pense, ce matin. Et c'est vrai que aujourd'hui, vous me corrigerez, mais j'ai l'impression qu'elle est moins appropriée, elle est moins mobilisée par le monde viticole, et que peut-être que c'est l'occasion et la qualité de ces journées, peut-être qu'en croisant paysage et biodiversité, la charte de Fontevraud pourrait avoir un rebond très intéressant. Elle a surtout été mobilisée pour les classements UNESCO. Maintenant, les classements UNESCO, je crois qu'on est dans un pays surpâturé pour l'UNESCO. Donc, voilà. Alors, je passe vite, c'est la charte de Fontevraud, je crois que vous la connaissez mieux que moi, sur le fait qu'on peut continuer à être candidat à la charte de Fontevraud, je crois qu'elle est représentée ici. Les paysages à travers les documents d'urbanisme, il faut vraiment rentrer dans le cœur des lois d'urbanisme hein, pour être opérateur de ces nouveaux paysages. Dans les PLU ou PLUI, plans locaux d'urbanisme maintenant, vous pouvez faire des OAP, des orientations d'aménagement et de programmation thématiques sur paysage et biodiversité, comme c'est le cas pour la métropole de Grenoble. Hein. Comment, dans une commande, pour réaliser un schéma directeur ou un plan local d'urbanisme, comment poser la question du paysage pour que les bureaux d'études qui vont y répondre sachent quoi mettre dans leur offre. Voilà, parce que moins vous précisez la question, moins vous avez
des offres qui répondent à la question de base, parce que celui qui gagne, c'est celui qui est souvent le moins cher, Eric. Voilà. Et si la question n'est pas posée précisément, sur le paysage, ils vont mettre 3 journées et c'est fini, et ils vont gagner l'appel d'offres et il n'y aura rien. Voilà. Si on veut qu'il y ait des choses, il faut écrire un CCTP. Ça, c'est un boulot que j'avais fait pour le ministère, pour construire les cahiers des charges. Voilà. Et du coup, je conclus là-dessus. Quelques idées qui me sont venues à mesure que je préparais cette rencontre avec vous. Élargir la compétence de la charte, c'est une téléproposition d'un néophyte que je suis, du paysage à la biodiversité, c'est peut-être déjà le cas d'ailleurs. Développer les plans de paysage, viticulture et biodiversité. Le ministère fait des appels à projets tous les ans sur une vingtaine de plans de paysage territoriaux. Là, les thèmes sont souvent, il y a un appel à projet thématique qui est paysage et transition énergétique. Voilà. Donc il y a toute une série de plans de paysage qui sont sortis. Je pense que inviter le ministère à faire des plans de paysage, viticulture et biodiversité, ça pourrait être précieux pour vos territoires. Comment répondre aux objectifs de qualité paysagère qui sont dans la loi, dans la filière? Comment mettre en place la reconstitution des structures paysagères de chaque unité de paysage. Pratiquement tous les départements français ont un atlas des paysages qui définit les structures paysagères de chaque unité de paysage. Et puis, et c'est peut-être le cas, parce que c'est pas mon monde et puis que c'est plus mon âge, comment intégrer la formation au paysage et à la biodiversité dans les écoles d'agriculture. Voilà, c'est quelques idées qui me sont venues à mesure de la construction de ce PPT, comme ça qu'on dit. Merci.